Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien l'identité nationale de santé en biologie médicale. Alors, le constat et l'explication du pourquoi avoir mis en place une INS, c'est très clairement que chaque professionnel ou structure n'identifiait pas le patient avec les mêmes traits d'identité. Vous voyez là, on a par exemple le médecin traitant qui identifie la patiente avec son nom Dubois-Loiseau et son prénom Marie-Jeanne. Dans le laboratoire de biologie, cette patiente, elle est connue uniquement sous Dubois-Marie. Par contre, je vous inviterai à couper vos micros pour que ce ne soit pas trop bruyant. Je vous remercie. Et le centre hospitalier identifie la patiente par son nom de naissance, donc Loiseau, son nom utilisé Dubois et la liste de ses prénoms, Marie et Jeanne. Donc, vous comprenez assez facilement et tout de suite que de réussir à communiquer pour une même patiente avec des identités qui sont quand même assez différentes, c'est complexe. Il y a des conséquences. On peut avoir dans la gestion des informations médicales qui sont transmises des difficultés, des parcours qui risquent d'être dégradés parce qu'en fait, on n'arrive pas à rattacher le bon document au bon patient. Donc ça, c'est vraiment le constat avant l'INS. La solution à ça, c'est effectivement l'identité nationale de santé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette identité, donc, elle est rattachée à toute personne qui est née en France et ou les bénéficiaires de l'assurance maladie. Donc, les personnes qui sont nées à l'étranger, mais qui, par exemple, travaillent en France, ont une identité nationale de santé. Et l'identité, en fait, cette identité, elle est fournie par les bases nationales de référence sur lesquelles s'appuie le téléservice qui est appelé le téléservice INSI, qui est directement intégré dans le SGL. Alors, de quoi elle est composée, cette identité? Elle est composée du matricule INS. Alors, le matricule INS, en fait, il correspond ni plus ni moins au numéro de sécurité sociale personnel, à bien différencier du numéro de sécurité sociale de facturation, puisque si je prends l'exemple d'un enfant, il a son propre matricule INS, mais par contre, les données de facturation, c'est le numéro de sécurité sociale de ses parents. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez des enfants, à aller sur votre compte Amélie et demander une attestation de carte vitale. Et vous verrez que si vous avez des enfants, pour chacun, il y aura d'ores et déjà le matricule INS qui apparaît puisqu'il est attribué après les 8 jours de naissance. Donc, cette INS, elle est donc composée de ce matricule et des traits d'identité qui sont fournis par les bases nationales. Donc, pas n'importe quel trait d'identité, puisque l'objectif, c'était d'avoir des traits d'identité qui allaient varier de manière exceptionnelle dans le temps. Donc, on a le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code officiel géographique du lieu de naissance, qui peut être différent du code postal, parce que vous savez, les codes postaux peuvent évoluer dans le temps s'il y a des regroupements de villes ou au contraire des villes qui se séparent. Donc, c'est vraiment le code géographique du lieu de naissance. Alors, vous avez sur le côté l'identité de Madame Loiseau avec l'intégralité de ses informations INS. Je rappelle que les personnes qui ne sont pas immatriculées continuent d'être identifiées, bien évidemment, avec leur INS et que ça conditionne en aucun cas leur prise en charge. La prise en charge doit être identique. C'est juste qu'on ne peut pas sécuriser leurs données de santé avec cette identité. Alors, à quoi ça sert? Alors, oui. Céline, tu as une main levée de Madame Baudin. Ah, oui, je vous écoute. Madame Baudin, vous avez levé la main. J'imagine que c'est pour poser une question. Oui, on vous entend très bien, merci. Oui. Je suis désolée, je ne sais pas si vous projetez quelque chose, mais en fait, il n'y a rien qui s'affiche. Ah. Est-ce que d'autres personnes ne voient pas l'écran? Est-ce que vous voyez bien? Moi, je le vois bien. Moi aussi, c'est OK. Moi aussi, je vois bien, oui. Alors, oui. Ce que je peux vous indiquer, c'est peut-être essayer de vous déconnecter et vous reconnecter. Parce que du coup, ça doit venir de chez vous. OK.
Non, il y a le truc sur l'INS. Alors, quelle est l'utilité de cette INS? Alors, vous l'aurez bien compris, que tout le monde utilise la même identité pour un même usager, ça a permis évidemment de sécuriser le référencement de ces données de santé. Ça favorise l'échange et le partage. Là, vous voyez que effectivement, lorsqu'on partage des documents maintenant avec mon espace santé, donc le dossier médical partagé qui est intégré directement dans mon espace santé, vous permet d'avoir la garantie que les informations du patient que vous avez pris en charge vont être alimentées dans son dossier et pas celui d'un autre, évidemment. Donc, ça sécurise la qualité et la sécurité de la prise en charge en elle-même aussi, parce que vous avez cette garantie que les traits d'identité par lesquels vous identifiez le patient correspondent bien à votre patient. Et, in fine, ça sécurise aussi les professionnels, parce qu'ils ont, encore une fois, cette garantie qui les sécurise. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même essentiel. Alors, comment récupérer cette fameuse INS? Alors, la première condition, c'est que votre logiciel métier, donc le SGL, soit référencé Ségur. Vous avez un moyen, je vous le mettrai tout à l'heure dans le chat, de voir si effectivement la version que vous avez, elle est dite référencée Ségur. À partir du moment où cet outil est référencé, vous pouvez appeler le téléservice directement à partir de votre outil métier. Vous n'avez pas besoin de sortir, d'aller sur un autre outil, de fermer le premier. C'est directement intégré. La plupart du temps, les éditeurs l'ont symbolisé là comme je l'ai mis dans le diaporama, un petit tag INSI ou INS. Donc, vous pouvez directement, en cliquant dessus, accéder au téléservice pour le patient que vous prenez en charge. Alors, comment ensuite on fait appel? Il y a deux modalités d'appel. La première, c'est par carte vitale. C'est vraiment la méthode qui est à privilégier. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'il y a un appel au téléservice par la carte vitale, ce ne sont pas les traits d'identité que l'on voit sur la carte, qui parfois peuvent être erronés, mais bien les traits qui sont à l'intérieur de la carte. Et donc, l'appel se fait à partir du numéro de sécurité sociale personnel, donc le NIR personnel de la personne, et de son nom de naissance. Donc, il y a beaucoup plus de probabilités pour que vous ayez une réponse positive du téléservice et que vous trouviez l'identité. Si vous n'avez pas de carte vitale, vous pouvez faire un appel au téléservice par trait en renseignant à minima le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance et le sexe. J'insiste bien sur le nom de naissance parce que c'est une information qu'on n'a pas toujours et dans les bases locales, souvent, vous avez renseigné le nom d'usage. Ça, c'est complètement à proscrire. Il ne faut absolument pas appeler le téléservice par le nom d'usage des patients parce que le risque, c'est que le téléservice vous retourne une autre identité. Donc, c'est vraiment ces 4 très stricts. Ensuite, le téléservice, il vous dit, il peut vous proposer 2-3 choses, en fait. Soit il a trouvé l'identité, il a trouvé une seule identité, et alors là, vous vérifiez si ça matche bien avec les données que vous avez. Soit il va vous renvoyer plusieurs identités trouvées. Vous savez très bien qu'on peut avoir des identités approchantes ou homonymes. Donc là, ça va nécessiter que vous apportiez des informations supplémentaires. Par exemple, le code officiel géographique du lieu de naissance ou un autre prénom. Ou voir si effectivement le nom et le prénom sont composés d'un tiret si c'est un nom composé. Donc, vous avez ces possibilités-là. Et ensuite, il peut vous retourner aucune identité trouvée. Si le téléservice vous renvoie effectivement une identité, vous comparez cette identité avec le dispositif à haut niveau de confiance qui va vous permettre de mettre en cohérence ces différents traits. Et si tout match, là, vous pourrez avoir ce qu'on appelle une INS ou une identité au statut qualifié.
L'identité qualifiée, c'est la seule avec laquelle vous pouvez communiquer avec les autres. Sinon, vous n'avez pas le droit de transmettre le matricule INS. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette étape. J'appelle le téléservice, je récupère l'identité et je la compare avec un document d'identité. Après, peu importe l'ordre, vous pouvez très bien avoir créé l'identité de l'usager à partir du document d'identité et appeler le téléservice en suivant. Ça n'a pas d'importance. Il faut vraiment que vous ayez ces 2 étapes de réaliser. Et à l'avenir, on va avoir la possibilité de considérer une INS directement qualifiée pour l'ouvrant droit, dès lors qu'il aura l'appli carte vitale à vous présenter. Donc, il y aura juste à scanner, il n'y aura pas d'appel au téléservice à faire et vous n'aurez pas besoin, si vous faites ce choix-là, de le comparer avec un document d'identité. Donc ça sera vraiment facilitant pour vous. Alors, Céline, je vais t'interrompre 2 Interromps-moi. secondes. Oui. Il faudrait que tu me nommes comme présentateur pour que je Attends. puisse accepter tout le monde. Ah mince, tu n'es pas présentateur. Et non, je n'ai pas ce privilège. Là, je t'avais identifié. Alors, je te cherche. J'arrive pas à te mettre présentateur. Je peux pas. Il me propose pas de te mettre présentateur. Allons donc. Ouais. Non. Alors, attends, vu que je suis sortie. Là, tu as pu accepter personne? Oui, c'est bien le problème. Ah, ouf. C'est fait. Merci. Oui, sauf que du coup, il y a d'autres personnes encore. Alors, je vais continuer parce que le temps nous est compté. Alors, les conditions du coup pour utiliser l'INS. Donc, 1, avoir une solution référencée Ségur. 2, avoir des moyens d'authentification. Alors, dans les laboratoires, vous avez davantage des certificats d'authentification. Donc, c'est bien s'acquitter d'avoir ce certificat. Et ensuite, les 2 étapes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bien avoir récupéré l'identité à partir du téléservice et du document d'identité. Je suis désolée, j'essaie d'accepter en parallèle, c'est pas évident. Pour rappel, sur les dispositifs à haut niveau de confiance qui vous permettent de qualifier une identité, en tout cas de la valider, c'est bien le passeport pour tous, la carte nationale d'identité pour les ressortissants de l'Union européenne et les pays limitrophes, et le titre de séjour. Juste un rappel, depuis octobre 2023, il n'est plus possible d'alimenter le DMP sans INS qualifié. Donc, ça veut dire que si jusqu'à maintenant, vous ne qualifiez pas les INS, les résultats de biologie ne peuvent pas être alimentés dans le DMP. Et il faut quand même admettre que pour les usagers et usagers que nous sommes tous, c'est vraiment l'idéal d'avoir tous ces documents au même endroit. Donc, les actions à anticiper, effectivement, c'est comme je vous disais, d'avoir un certificat logiciel. Et ensuite, c'est de définir une organisation au sein du laboratoire pour savoir qui va appeler le téléservice INSI, qui demande le document d'identité et qui va gérer les identités qui ont posé problème lorsque l'usager était présent. Parce que parfois, vous pouvez ne pas avoir de réponse de retour d'une seule identité. Et à ce moment-là, il faut effectivement tester plusieurs choses. Et quand vous avez les usagers en face de vous, c'est difficile parfois. Donc, il faut avoir cette réflexion. Les freins que nous, on a pu identifier, mais peut-être que vous allez nous en identifier d'autres,
c'est que l'usager ne vient pas forcément avec un document d'identité. Donc, on vous invite, vous aurez accès à des liens à la fin de cette présentation. Il existe des affiches qui communiquent justement dessus, où vous pourrez donner cette information à vos patients sur affichage en salle d'attente. On a aussi identifié la problématique que tous les patients, finalement, ne passent pas par le laboratoire. Et du coup, c'est des patients que vous ne voyez jamais. Donc, on a effectivement identifié les infirmières libérales qui font les prélèvements à domicile, mais aussi les établissements pour lesquels ils vous envoient directement des bilans. Donc, ça, c'est des pistes sur lesquelles nous, on est en train de travailler. Et puis, le temps de formation, il est assez restreint. C'est compliqué de dégager du temps. Donc, sachez qu'il y a sur le site de l'ANS des modules de e-learning qui ont été réalisés avec les référents régionaux en identito-vigilance. C'est des modules qui sont extrêmement courts. Donc, vous pouvez, dès que vous avez un petit moment, les consulter. Et bien évidemment, l'accès est complètement gratuit. Juste un focus rapide sur mon espace santé, parce qu'au-delà de sécuriser effectivement la prise en charge et de communiquer avec tout le monde, il y a effectivement cette alimentation du DMP. Aujourd'hui, on a plus de 95% des Français qui ont un profil Mon Espace Santé d'ouvert. Aujourd'hui, on est à plus de 10 millions d'usagers qui l'ont activé. Et sur les envois des documents via Mon Espace Santé, vous avez plus de 80% des laboratoires de biologie privés qui alimentent aujourd'hui le DMP. Donc, c'est des chiffres qui sont déjà très satisfaisants. Ça, je vous laisserai en prendre connaissance après la réunion avec des kits de communication, des dépliants à donner aux patients. Vous avez aussi l'accès aux référents régionaux en identito-vigilance que vous pouvez solliciter si vous avez des problématiques, ainsi que l'ensemble des documents qui ont été créés. Et puis, en région Nouvelle-Aquitaine, d'où je viens, un questionnaire d'auto-évaluation a été travaillé avec des biologistes pour vous permettre un petit peu de hiérarchiser les actions à mener en priorité pour déployer l'INS dans les cabinets. Alors oui, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, je suis désolé, je n'ai pas pu beaucoup t'aider, justement, vu que je n'avais pas les autorisations, ce qui fait que je n'ai pas pu couper les micros des gens qui les avaient laissés ouverts et je n'ai pas pu accepter les gens qui arrivaient. J'en suis sincèrement désolé. Par contre, je vois les questions qui arrivent. J'essaie d'y répondre dans le chat. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de les prendre dans l'ordre. Oui, alors peut-être qu'on n'arrivera pas à tout faire puisqu'il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Ce que je vous propose peut-être, c'est de prendre les questions des personnes qui ont levé la main et je vous apporterai des éléments de réponse de toute manière aux questions dans le chat. Alors, j'ai Biolab33. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. En fait, on avait eu comme information que ce n'était pas juste le premier prénom, c'était en fonction du trait d'union, de la virgule ou de l'espace. Vous nous parlez que du premier prénom. On est d'accord qu'on ne tient pas en compte la virgule, ni l'espace, ni le trait d'union? Alors, le premier prénom, il peut être simple ou composé. Et il peut avoir un trait d'union ou pas de trait d'union. Donc, c'est vraiment le premier prénom de l'usager. Avec un trait d'union, on met les deux. Avec un trait d'union, vous mettez les deux. Et si l'usager a, par exemple, Anne, espace Marie, virgule, Jeanne, il faut que vous mettiez Anne, espace Marie. Virgule, on oublie après la virgule. D'accord. Alors, pour le premier prénom, vous ne prenez pas en considération ce qu'il y a après la virgule. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Marie Boson.
Bonjour. Alors, ça continue sur cette même question. Alors, ça va être facile quand le prénom est juste. On a des personnes pour lesquelles les pièces d'identité ne concordent pas à l'INSI parce qu'en fait, il y a des erreurs ou de pièces d'identité ou, à mon avis, d'INSI. Et du coup, on ne va pas pouvoir les qualifier. On sera obligé de les laisser en vérifier. Dans ces cas-là, on demande aux personnes de faire quel type de modification? Alors, vous verrez, en fonction de l'origine, hein, bien sûr, du problème. Si le problème vient de l'INS, en fait, vous verrez dans le support, je vous ai mis un flyer qui est accessible, sur lequel toutes les procédures sont décrites. Si la personne, elle est née sur le territoire français, il faut qu'elle elle remplisse un formulaire en ligne sur le site de l'INSEE. Et si la personne est née à l'étranger, il faut qu'elle se rapproche de sa caisse d'appartenance. D'accord. Voilà. En gros, oui, on est bien d'accord que les personnes de 90 ans, en gros, là, je parle des Jean-Marie, des Jean-Claude, des Jean-Pierre et des Marie-Thérèse qui n'ont plus leur tiret parce que leurs pièces d'identité ont une virgule, alors que voilà, ou ce genre de choses. Et ceux-là, ils ne feront pas la démarche ni de changer leur pièce d'identité, ni de faire l'INSI. Hein. Donc, on laissera on est bien d'accord. On peut pas inciter, on peut pas obliger l'usager à faire ces modifications. C'est certain. Et juste dernière question, quand l'identité est qualifiée par exemple par un médecin, est-ce que derrière elle est qualifiée ou pas? Alors, le médecin, en fait, vous savez qu'il y a une procédure d'exception qui a été mise en place. Le souci, c'est que vous ne savez absolument pas comment il l'a qualifié, s'il l'a qualifié avec cette procédure d'exception ou en demandant un document d'identité. Le tout étant de savoir si vous avez confiance avec ce partenaire. Et nous, ce qu'on préconise, c'est qu'effectivement, il y ait des contrats de confiance lorsqu'on a l'habitude de travailler toujours avec les mêmes personnes et qui garantissent effectivement que de part et d'autre, les conditions d'application des bonnes pratiques d'identité-vigilance seront appliquées. Après, je ne peux pas vous dire de ne pas le considérer comme qualifié ou pas qualifié. C'est à vous de faire ce choix-là. Merci. Je vous en prie. Alors ensuite, Célia Ariza. Bonjour. Bonjour. J'ai un laboratoire qui m'a posé une question concernant une patiente qui a changé de nom de naissance. En fait, ils ne peuvent pas qualifier, la concordance ne se fait pas entre l'INS et le DMP. En fait, ils ne peuvent pas valider. En fait, sur le DMP, il y a toujours son ancien nom et même en qualifiant l'INS, c'est l'ancien nom qui reste. Moi, c'est exactement la même chose. Je suis exactement dans ce cas de figure. La mise à jour n'a pas encore été faite. En fait, en ce moment, ils sont en train de resynchroniser toutes les identités du DMP. Donc, ça va venir. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va venir. L'action est en cours. Très bien, merci. Alors, j'ai le laboratoire Bioval qui a levé la main. Oui, merci. Bonjour, Manuel Lénès. Bonjour. C'est une question, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit ma collègue, mais aujourd'hui, effectivement, notre principal problème, c'est d'arriver à qualifier des identités dont les pièces d'identité officielles sont récentes et sont correctes, mais c'est l'INSI qui ne correspond pas. Donc, on est bien d'accord que dans ce cas, on va devoir demander au patient, en vue d'alimenter son DMP, de faire lui-même la manœuvre, la manipulation sur Internet. Et nous, point barre, tant qu'il n'aura pas fait, on ne pourra rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Bon, c'est tout. Merci. Je vous en prie. Alors, Mathilde B. Oui, bonjour. Alors, nous, on est très ennuyés avec cette histoire de tiret, puisque justement, un Jean-Pierre avec un tiret, nous, quand on souhaite le qualifier par l'INS, ça nous met Jean-Pierre, donc il n'y a pas de tiret entre les deux. Et quand on valide l'identité INS, ça n'intègre que le premier prénom, c'est-à-dire Jean, et pas Jean-Pierre. Alors, en fait, normalement, si votre logiciel est référencé Ségur, il doit obligatoirement vous laisser la main sur le premier prénom.
Donc, vous pouvez, après avoir rapatrié les traits INS, modifier le premier prénom, mais par contre, il faut qu'il soit effectivement cohérent avec le début de la liste des prénoms de naissance. Mais normalement, on peut remodifier après avoir qualifié. Tout à fait. Vous n'avez pas le droit de toucher au trait INS, mais par contre, le premier prénom n'étant pas un trait INS, puisque le téléservice n'est pas en capacité de le ramener, vous pouvez le modifier. En gardant en tête qu'il doit être cohérent avec la liste des prénoms, hein, bien sûr. D'accord, merci. Alors, Cécile Farja. J'ai eu peur que vous m'ayez oublié. Bonjour. Je fais dans l'ordre, j'essaie. Oui, non, ne vous en faites pas. Moi, j'avais une petite question par rapport justement aux identités qui ne sont pas qualifiées par nous directement au laboratoire, mais par nos partenaires. Oui. On parlait tout à l'heure du fait que les médecins qualifient au cabinet. En pratique, nous n'avons pas de connexion, quelle qu'elle soit, avec les cabinets de médecins. Donc, nous ne sommes pas en capacité de récupérer l'information directement du fait que cette identité est qualifiée. Je pense que dans le futur, on aura ça potentiellement sur les ordonnances, mais là, on parle déjà dans le futur, donc je ne vais même pas en parler aujourd'hui. Là où déjà aujourd'hui ça commence à être dans notre actualité du laboratoire, c'est les qualifications des identités de nos établissements de soins avec lesquels nous travaillons en ville. On fait les analyses pour des cliniques, avec voilà, pour des maisons de retraite, des EHPAD. Alors, avec les cliniques, on a parfois des connexions H', et donc on va pouvoir récupérer les identités qualifiées. Si on fait tout le truc autour. Mais pour tous les autres, aujourd'hui, de ce que je comprends, il n'y a aucune solution. Et on est d'accord qu'il n'y a pas lieu de qualifier manuellement quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est que si vous recevez un document avec un QR code et que vous avez encore une fois confiance, eh ben, vous pouvez conserver la qualification. Mais il faut avoir ce contrat de confiance qui vous lie. Ok, en fait, il faut les deux choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le contrat de confiance, ça, on était effectivement en train de travailler dessus, mais il faut également que le document de prescription de l'établissement soit Ségur compatible, en fait, et comporte cette mention-là. Tout à fait, sachant que là, on sait qu'on a un gros travail de communication parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les établissements sanitaires qualifient et ont l'INS dans leurs outils, qu'ils alimentent le DMP avec une INS qualifiée. Mais par contre, dès lors qu'il y a un document qui part vers l'extérieur, ces informations ne sont pas toujours présentes. Donc, on a un gros travail là sur 2024 pour bien insister sur la nécessité d'avoir cette INS qualifiée dès lors que y a un document qui est remis à l'usager pour que justement vous puissiez bénéficier de cette qualification. Ok, et donc c'est comme ça que ça devrait à terme se passer. Je vous confirme qu'effectivement, pour l'instant, on n'a pas du tout ces documents-là entre les mains. Il y a un autre élément, c'est que pour l'instant, moi en tout cas, je n'ai pas vu de programme d'installation de douchettes pour scanner les QR codes quand on enregistre les dossiers, ni même la fonctionnalité dans les SGL, mais peut-être que j'ai raté les choses. Mais en tout cas, merci pour ces précisions. Je vois aussi que vous parlez des infirmières libérales. Là aussi, il y a un gros sujet. Et donc pour l'instant, concrètement, on ne qualifie pas. Hein. Voilà. Alors, il y a un gros sujet, mais en fait, on s'est emparé de ce sujet parce que ça a beaucoup d'incidences, particulièrement pour les labos. Et on s'est rendu compte que la plupart des éditeurs des outils pour les infirmiers libéraux sont en capacité d'appeler le téléservice, mais ne sont pas encore référencés Ségur puisque le couloir n'est pas encore ouvert. Et en fait, on va commencer d'ores et déjà, dès le mois de janvier, à travailler avec eux pour qu'ils partent avec un bon niveau technique au niveau de l'INS. Comme ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps avant l'ouverture du couloir de financement. Donc, on est sur le coup. Ok, mais le message à nos équipes, pour l'instant, on est d'accord. On se concentre sur la patientèle directe et le reste viendra avec le temps. Si vous avez des infirmières libérales qui arrivent à qualifier, il faut le prendre, c'est sûr. Mais ce n'est pas la majorité. Oui, puis pour l'instant, je n'ai pas la solution pratique pour qu'elle me transmette cette qualification. C'est ça, ouais. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie.
Alors, Gwendoline Brancaer, Quintard. Bonjour. Bonjour. J'avais une petite question sur les patients qui ont des identités avec des dates de naissance lunaires ou des prénoms en SP ou en X. Qu'est-ce qui est accepté dans le cadre de l'INS? Alors, le problème, c'est qu'on avait effectivement envisagé qu'on puisse avoir un outil qui permettrait de transformer les dates lunaires en dates du calendrier grégorien, sauf qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Les SP, en fait, on avait normalement demandé une évolution du téléservice pour qu'ils puissent quand même appeler et retourner quand il y avait, c'était un patient sans nom ou sans prénom, et ça n'a pas été fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse pour ces patients-là. C'est des identités qu'on ne pourra pas qualifier pour le moment. Ouais. Oui. D'accord. OK. Et concernant les patients qui sont en cours de transition, les patients qui sont en cours de changement de sexe, oui. On se fie à la carte d'identité tant qu'il n'y a pas de changement d'état civil. Oui. En fait, il y a deux choses. Il y a effectivement les traits stricts que vous ne pouvez absolument pas modifier. Et puis, de toute manière, l'appel au téléservice vous renverra les traits du sexe de déclaration initiale, on va dire. Après, vous pouvez, pour simplifier les relations avec l'usager, utiliser, par exemple, le prénom utilisé. Mais si vous faites l'appel au téléservice sur cette identité, il faudra refaire appel au téléservice lorsque les traits auront été modifiés. D'accord. Juste une dernière question concernant les DMP. On a activé les NS sur le site, en fait, et j'ai une petite inquiétude vis-à-vis du COFRAC sur le fait qu'on puisse transmettre au DMP sans demander explicitement le consentement du patient, alors qu'on doit le faire pour l'envoi à MS Santé Citoyen. Alors, en fait, le patient, en principe, alors après, je ne suis pas une experte du DMP, mais le patient a reçu une information comme quoi il pouvait s'opposer effectivement à l'ouverture de son DMP. Donc, dès lors qu'il n'y a pas d'opposition, dans l'absolu, il accepte. Mais après, encore une fois, je ne suis pas une experte de mon espace santé. Je te confirme que c'est bien ça, Céline. Merci. Mais est-ce que vous pensez que vis-à-vis de nous, de nos obligations envers le COFRAC, ça va être quelque chose de suffisant? Parce qu'il insiste vraiment bien sur le consentement patient pour toute forme de transmission. C'est pour ça que ça me semble un peu léger. Mais est-ce que vous avez déjà eu des retours par rapport à ça? En fait, pour l'envoi, le consentement du patient est supposé. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est de mettre de l'affichage au niveau des laboratoires pour signaler au patient qu'il a la possibilité de s'opposer à l'envoi de compte rendu au DMP. Et l'information, elle peut passer par plusieurs biais, hein. Ça peut être, par exemple, pour un mail de rendez-vous. Tout type de communication peut faire référence, en fait, à son non-consentement. Et ensuite, si évidemment le patient vous dit bah, écoutez, désolé, je ne veux pas que mon compte-rendu aille sur mon DMP, eh bien, les SGL vous permettent de cocher une case pour dire que ça ne part pas et ça ne partira pas, tout simplement. Oui, ça je l'entends. Mais c'est juste nous, nos obligations par rapport au COFRAC. Je suis pas sûre que ça passe, honnêtement. Mais pour eux, il n'y a pas d'implicite dans le consentement. Donc, ce qui est implicite, en fait, c'est le consentement. oui, ben justement, c'est bien justement le problème, c'est que généralement, au niveau du COFRAC, l'implicite, au niveau du consentement, ça ne passe pas. C'est pour ça que je m'interroge si vous avez déjà eu des retours à ce sujet. Alors, je pense que si vous faites une bonne communication auprès de vos patients et que justement vous pouvez le prouver au COFRAC, ça doit passer, selon moi. À voir. Merci.
Alors, une dernière question. Madame Lacassagne, Valérie. Oui, bonjour. Une dernière petite question sur le trait d'union des prénoms composés. Je crois que c'est le truc. Si sur la carte d'identité, il y est, mais sur l'INS, il n'y est pas. Donc, on fait remonter les informations sans trait d'union dans le prénom composé. Jean, espace Philippe. Oui. C'est ça? Oui, en fait, le problème, c'est que le téléservice, il renvoie pas forcément de trait d'union. Donc, en fait, on a considéré qu'effectivement, si la différence entre les traits du document d'identité et les traits INS était différent du fait de l'absence du trait d'union, ce n'était pas considéré comme une discordance et que vous pouviez qualifier. D'accord. Merci. Allez, dernière des dernières. Sébastien Lefrançois. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, je suis Sébastien Lefrançois, biologiste, Herballiance. Moi, j'ai vu sur une de vos slides, vous avez parlé d'objectifs pour 2024 de 90% d'identité qualifiée pour la file active. Je voulais bien que vous nous redéfinissiez ce que vous entendiez par file active de patients, s'il vous plaît. En fait, alors, merci. Ce qu'il faut avoir quand même en tête, et peut-être que j'aurais dû le préciser, c'est quelque chose qui va être demandé pour les établissements de santé en 2024, avec l'ensemble des couloirs qui auront cet objectif pour 2027. La file active, en fait, ce qu'on a voulu, c'est que tout le monde calcule les choses de la même manière. Donc, dans cette file active, doivent être exclues les identités qui ont un attribut douteux ou fictif. Donc, et puis là, pardon, la file active, c'est si on vous demande de faire le calcul sur un mois précis, ce sera tous les patients et pas les identités, puisque vous pouvez avoir des patients qui reviennent plusieurs fois, tous les patients qui sont venus dans cet espace-temps. Donc, juste pour bien préciser, quand vous parlez de file active, on est clairement sur le champ établissement de santé et pas du tout dans les patientèles externes. Non, on est dans les 90% pour 2024, on est pour les établissements de santé. Mais par contre, la définition de la file active, elle est identique. D'accord. Donc, l'objectif, ça peut, est aussi, pas imposer, mais demander par exemple, à un laboratoire de ville qui a une patientèle externe sans établissement de santé en temps clinique, je veux dire, voilà, et lui aussi, il devra aller vers ce 90% Tendre, oui. Tendre vers le 90%, effectivement, d'ici 2027. Ah oui, ça commence en 2024 et ça finit en 2027. Oui, tout à fait. Ah, parce que votre slide, c'est marqué 2024. Oui. 2024 pour les établissements sanitaires. Mais pour l'ensemble des couloirs, cet objectif doit aller vers ces 90% d'ici 2027. Super. Et je voulais juste être sûr d'avoir la clarification, parce que le dernier point là, sur le trait d'union, je voulais être sûr. Oui. Donc, si le trait d'union ramené par appel INSI est absent, alors qu'il est bien présent sur la pièce d'identité valable, c'est OK, je le qualifie, je ne bloque pas en mode c'est différent, je refuse. On est bien d'accord, hein. On est d'accord. Ouais, je voulais être sûr, super, parce que ça va aider beaucoup tous nos, mais vous verrez collaborateurs. Dans les slides que du coup on mettra à disposition sur le site de l'ANS, vous avez tout un tas de documents. La liste des documents créés par le 3 Rives, donc c'est l'association qui regroupe les référents régionaux en identito-vigilance, qui ont fait tout un panel de documents, justement, quand est-ce que je peux qualifier, quand est-ce que je ne peux pas. Vous avez aussi un document sur les documents d'identité étrangers. Vous aurez accès à tout ça puisque c'est accessible à tous. Super. Et vous allez trouver plein de choses. On va arrêter là. Je vous ai remis la dernière slide. Vous avez nos coordonnées à Gérard et à moi. On va tenter de répondre à toutes les questions qu'on a vues dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter sans souci.